Bernard Pierre-Michel. Vincent Alain. Berrier Jean-Roger. Bernard Karine. Levent Bruno. Dutrieux Isabelle. Coyer Damien. Potvin Valérie. Célidonio Onotilio. Asselin Isabelle. Manard Sylviane. Tétini Aldo. Hénin Daniel. Renaucourt Claude. Bafcop Francine. Gondy Elisabeth. Delbove Nicole. Benguenou Amar. Bille Isabelle. Beljouri Ali. Pires Martine. Torres Isabelle. Kenouf Nathalie. Messager Patrick. Degog Cédric. Gandao Régis. Choquet Christine. Présente. Moradi Cyril. Présent. Walleran Edith. Malo Peggy. Mayer Lolita. Jamjam Hamid. Delic Virginie. Merci. Donc je rappelle qu'on est reparti sur les conditions précédentes. Donc on peut avoir 2 pouvoirs par élu quand il y a des absences. C'est pour ça que M. Renancourt a le droit d'avoir 2 procurations. On va passer aux communications. Il y avait donc tout d'abord des questions que M. Jamjam nous avait posées lors du précédent conseil municipal qui concernaient les heures complémentaires, les heures supplémentaires, des contrats aidés. Enfin, il y avait quelques questions sur ce sujet. Donc, je vais laisser le soin à Mme Bernard à répondre à vos différentes questions. Oui. Donc, concernant les heures supplémentaires et complémentaires, on a, voilà, il y a les... Non, c'est pas la bonne slide. Bon, sinon on peut... C'est pas dans le bon ordre? Donc on va vous mettre les graphiques. Donc on s'est basé, la base de comparaison c'est sur 2019. On peut pas changer? Donc on remarque, donc en 2020, il y a une diminution du volume et du coût des heures supplémentaires et complémentaires en raison de la crise sanitaire. Donc on passe de 9 588 heures à 9 060, pour une légère remontée en 2021 à 9 217, mais on s'est arrêté à fin octobre. Donc, malgré tout, en 2021, il y a eu quelques manifestations et un renforcement des mesures de nettoyage dans les écoles et les ERP, donc ce qui a quand même justifié ce nombre d'heures supplémentaires. Mais aussi dans l'animation pour éviter le brassage dans les écoles et à la cantine lors des activités du périscolaire. Donc, en 2021, donc, comme vous le voyez, l'État a été calculé jusque fin octobre. Donc nous pouvons constater qu'avec la reprise des manifestations et autres activités communales, et notamment aussi cette année les élections, la double élection qui ont eu lieu, il y a une remontée des heures effectuées par les agents. Donc vous avez les graphiques sur les coûts.
Donc on est à un coût total par an de 137 328 € pour 2021 jusqu'à fin octobre actuellement. Donc ce sont des heures supplémentaires qui ne sont pas incohérentes par rapport au nombre d'effectifs que nous avons. Ensuite, on va peut-être revenir sur les contrats aidés. Oui. Alors les contrats aidés, forcément, dépendent des dispositifs et des aides de l'État. Donc là, vous avez les effectifs par année depuis 2011. Donc les politiques nationales sont fluctuantes pour ces contrats aidés. Donc on a des périodes de restriction, puis d'autres encourageant le recrutement avec un engagement renforcé en termes de formation sur des durées de contrats aidés qui sont très variables, d'où la fluctuation aussi du nombre de contrats par année. Et on fait un dernier point sur le taux pour les travailleurs dits handicapés au niveau de la collectivité. Alors le taux d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés est pour rappel de 6%. Donc les modalités de comptabilisation du taux ont changé en 2019, puisque les effectifs étaient calculés au 1er janvier de l'année, puis de nouveau modifiés avec des effectifs calculés au 31 décembre. Donc ce qui peut par moment justifier le nombre de contrats. Donc il faut juste savoir que les travailleurs reconnus handicapés après 50 ans, depuis 2020, comptent pour un bénéficiaire et demi, et non pas un. Donc sur les effectifs comprennent les contractuels avec une présence d'au moins 6 mois dans l'année. Donc ceux qui ont moins de 6 mois ne sont pas repris dans le nombre des effectifs. Donc voilà. Voilà sur les différentes questions qui avaient été donc évoquées. Vous avez des points de précision à obtenir? Oui, bon, merci. Est-ce que c'est possible d'avoir ces chiffres-là, nous envoyer par mail, si c'est possible ou pas? Oui, de toute façon, c'est public, donc de toute façon, on les aura même sur au niveau du site de la ville. Hein, c'est comment? Il y a le conseil municipal, mais sinon, les services peuvent vous envoyer les éléments. Ouais. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions sur ce sujet, il y a une question qui a été proposée donc, par le groupe « Je veux changer ma ville ». Concernant la société Facalu, Nord-de-France, rue Chaudoir. Donc j'ai eu un mail reçu le 25 novembre à 20h46 pour être précis. La problématique, c'est que c'est un dossier qui est très compliqué et que honnêtement, les services ont travaillé pour récupérer tous les éléments, mais aujourd'hui, je n'ai pas tous les éléments à pouvoir vous fournir pour répondre à votre question. Donc je propose d'évoquer le sujet au prochain conseil municipal. Comme ça, je rappelle, c'est bien le 20 décembre, prochain conseil municipal à 18h. 18h30. Parce que là, des travaux ont été réalisés à notre demande. On demande à l'entreprise de nous fournir la totalité des travaux qui ont été effectués, le coût, etc. Donc moi, aujourd'hui, je n'ai pas ces éléments de réponse. Et comme c'est un dossier qui est effectivement assez ancien, avec des analyses faites par une société aussi spécialisée, on a renvoyé des mails au niveau des services de l'État compétents, il faut vraiment qu'on ait tous les éléments à vous fournir, parce que sinon je ne vais pas dire la totalité des éléments et ça va fausser les débats et je vais donner peut-être des informations qui ne sont pas correctes. Donc je vais proposer, c'est de vous répondre de façon plus dans le détail au prochain conseil municipal. Monsieur Jamjam. Nous sommes conscients que c'était un dossier assez difficile. Donc la question aussi, elle était un peu ouverte, la question n'était pas du tout fermée. Là, bon, certes, vous respectez le cahier dans le règlement intérieur, c'est 48 heures. Donc le samedi fait partie, mais là, sur un dossier comme ça, 48 heures, c'est franchement un peu trop juste. Donc on reviendra avec vous avec tous les éléments, d'accord? Et puis...
évoquer aussi, parce qu'on a évoqué le personnel, ce qu'on appelle le CIA, hein, c'est donc une indemnité qui n'est pas obligatoire mais qu'on peut verser au personnel en fonction de nos capacités budgétaires, entre autres. Donc l'année dernière, on avait donné 300 €, l'année d'avant, on avait donné 150 €, et donc c'est toujours décalé d'un an, hein, donc sur le CIA 2020, ce sera abondé à 350 € par agent pour ceux qui auront 100% du CIA, en sachant qu'il peut y avoir des réfractions en fonction de la façon de servir, et là c'est les chefs de service qui décident 100%, 50% ou 0, et aussi en fonction de l'absentéisme, hein, qui a été validé lors d'un comité technique il y a quelques temps maintenant, où dans ces cas-là il y a 100% jusqu'à un certain nombre de jours, 80%, et au-dessus de 30 jours de mémoire, s'il faut le donner, on le redonne ultérieurement, c'est 60% du CIA. Dernier élément, c'est les vols à population, si on peut les faire, en fonction du contexte sanitaire. Les vols à population auront lieu le mercredi 19 janvier, toujours le 3e mercredi de janvier, donc le 19 janvier vers 19 h. Mais ça, on viendra reconfirmer tout ça en fonction des circonstances sanitaires. En communication, j'avais rien d'autre. On passe aux décisions administratives. Sur les décisions, y a-t-il des questions ou pas? Pas de questions, elles sont donc validées. Et on attaque les ressources humaines. On a quelques délibérations. Tout d'abord sur l'apprentissage, Madame Bernard. Oui, lors du conseil du 27 septembre, on avait proposé le recrutement d'un apprenti concernant le service de la cité éducative. Or, celui-ci s'est révélé infructueux. Du coup, parmi ces candidats, il y avait un candidat préparant un Master 1 qui s'était démarqué. Donc, on a proposé à Monsieur le maire de recruter un apprenti au sein du service pour la préparation au diplôme de Master 1 et non pas Master 2. Je pense qu'il n'y a pas de questions particulières sur cette délibération, hein, puisque ça avait déjà été évoqué lors du précédent conseil. S'il n'y a pas de questions, qui vote contre? Abstention, voté à l'unanimité. La deuxième délibération, c'est la modification de la grille des effectifs. Alors, le CDG du Nord nous propose à valider la nomination d'un agent au titre de l'avancement de grade. Il y a également un changement de filière, donc un agent du service mode de garde, notamment une auxiliaire de puériculture, a sollicité son changement de filière afin d'intégrer la filière administrative. Ensuite, au niveau de la police municipale, le chef de la police pluricommunale a fait valoir ses droits à la retraite et donc il va falloir procéder à son remplacement. Toujours au niveau de la police municipale, suite au départ pour mutation d'un agent, il conviendra donc de remplacer un gardien brigadier. Au niveau des services du mode de garde, donc suite à la mobilité de l'auxiliaire de puériculture, il faut procéder à son remplacement et la phase de recrutement est en cours. Service aménagement du territoire, habitat, urbanisme foncier. Donc, suite au départ d'un agent du service qui a bénéficié d'une mobilité interne et suite à la réorganisation du service, il faut donc remplacer cet agent. Donc, c'est un adjoint au responsable aménagement du territoire, habitat, urbanisme foncier. Dans le pôle développement social et territorial durable, donc la directrice du pôle quitte son poste, son remplacement s'avère nécessaire. Et donc les missions principales de la directrice sont forcément les missions de la direction, le pilotage, l'animation du pôle ainsi que la gestion du service politique de la ville. Il s'agira donc de mettre en œuvre les orientations de la municipalité en matière de politique de la ville, de gestion urbaine de proximité et de démocratie participative. Donc c'est un poste à temps complet pour une catégorie A. Toujours dans le pôle développement social et territorial durable, nous allons procéder aussi, suite au départ de plusieurs agents et suite à la réorganisation du pôle,
au recrutement d'un chargé de mission en développement durable. Au niveau du service finance, donc le recrutement d'un étudiant en licence professionnelle gestion comptabilité finance s'est avéré infructueux. On vous propose donc de créer un poste de gestionnaire financier avec pour mission principale d'accompagner la directrice des finances dans toutes ses missions relatives au budget de la ville et du CCAS et de participer à l'exécution budgétaire. Donc le poste est évolutif, il dépendra des perspectives de carrière de la personne recrutée et de sa capacité à intégrer d'autres dimensions plus organisationnelles. Là aussi, le recrutement est en cours. Donc sur ces bases, il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir procéder à la création de ces postes et une régularisation de la grille des effectifs sera faite au conseil suivant les recrutements définitifs. Merci. Donc pas mal de changements, recrutements en cours ou à venir. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La troisième délibération. Dans 3, 4 et 5, on peut peut-être les passer de façon globale. Délibération ponctuelle portant création d'un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Donc là, c'est selon les services. Donc je propose de présenter les délibérations 3, 4, 5 en monobloc et on fera le vote après la présentation de ces 3 délibérations. Madame Bernard. Donc la délibération numéro 3, donc suite à la refonte de l'organigramme des services, nous proposons donc la création d'un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité dans le grade de rédacteur, relevant de la catégorie hiérarchique B à temps complet au poste de gestionnaire administratif, achat et gestion des stocks. Donc cet emploi sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée allant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022. La délibération numéro 4. Donc c'est l'ancien professeur de saxophone ayant quitté son poste, le professeur titulaire recruté ne prenant son poste qu'en février 2022. Il est donc nécessaire de recruter un agent contractuel pour le remplacer. Donc c'est pour une durée de 8 heures hebdomadaires. Et enfin la délibération numéro 5 pour le service aménagement du territoire habitat urbanisme foncier. Il était nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité au poste de gestionnaire administratif suite au départ des agents du service pour retraite et mutation et suite aussi à la réorganisation du service. Il s'agit d'un temps complet pour une durée de 6 mois à dater du 1er décembre 2021. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. On va changer de rapporteur puisque cette fois-ci on va attaquer des poursuites de procédure d'état d'abandon manifeste. Une au 102 avenue Anatole France et une autre au 167 rue des Déportés, cité du Terry. Monsieur de Berrier. Merci, monsieur le maire. Oui, ces 2 délibérations, on va les joindre. C'est maintenant une procédure que vous avez l'habitude de voir régulièrement au conseil municipal. Donc, toutes les procédures préalables à cette demande aujourd'hui d'état d'abandon manifeste ont été réalisées. On vous détaille dans les 2 délibérations tous les tenants et les aboutissants de ces 2 immeubles. L'un, c'est le 102 avenue Anatole France. Je pense que tout le monde connaît cet immeuble. Et l'autre concerne un terrain nu qui se trouve cité du Terry au Mont de la Veine. Donc c'est un terrain qui est... Voilà, alors ça c'est le 102 avenue Anatole France. Et puis derrière, vous avez le terrain nu à la cité du Mont de la Veine. Vous le verrez tout de suite après. Donc c'est une procédure classique, hein, bien entendu. L'état d'abandon manifeste, on va saisir les juridictions compétentes et on va vous demander aujourd'hui d'autoriser, monsieur le maire, d'engager toutes les démarches qui suivent cette déclaration d'état d'abandon manifeste définitive pour ces 2 immeubles.
Merci Monsieur Berrier. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc je propose de voter les deux délibérations. Délibérations 6 et 7. Qui est contre? Ah bah là, voilà, on a la photo pour la délibération du bout de terrain qui nous pose problème depuis quelque temps. Donc qui est contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La délibération 8, c'est la procédure de désaffectation du service scolaire de l'école maternelle Gambetta, rue Jean Jaurès, section cadastrale AH 837. Monsieur Berrier. Merci, Monsieur le maire. Comme vous le savez, tous les immeubles qui ont été mis à disposition de l'Éducation nationale doivent faire l'objet d'une délibération pour réintégrer cet immeuble dans le patrimoine communal. Donc c'est quelque chose de relativement administratif. Donc on vous demande ce soir d'autoriser, Monsieur le maire, à réintégrer dans les bâtiments communaux l'assise de l'ancienne école. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions non plus. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 9e délibération, c'est moi qui vous la présente. C'est la convention financière concernant le poste de coordinateur et action CISPD. Donc depuis 2015, la ville était engagée dans une démarche de coopération intercommunale en matière de prévention de la délinquance avec les communes de Beuvrages, Rem, et nous avions été rejoints en 2018 par la ville de Petite-Forêt. Il y a donc un CISPD, Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, et pour faire fonctionner ce conseil, il est indispensable d'avoir un coordinateur. Vous avez toutes les missions, je ne vais pas vous les relire. Considérant que la commune de Beuvrages, qui portait la présidence du CISPD jusque normalement à la fin de l'année, a souhaité se retirer du dispositif par courrier du 21 septembre 2021. C'est donc la commune de Petite-Forêt qui a repris la présidence, puisque c'est une présidence tournante. On était chacun président pendant 18 mois. Bon là, ici, on a décidé que ça va passer de 2 ans par 2 ans. C'est donc Madame Gonvert qui est donc la présidente du CISPD, et c'est donc cette structure qui s'est chargée du recrutement, qui était un recrutement bien évidemment collégial pour la nouvelle coordinatrice du CISPD suite au départ de l'agent qui occupait le poste jusqu'en mai 2021. Et c'est vrai que le recrutement a été compliqué également sur ce poste-là, puisqu'il y a eu un premier qui était infructueux après les auditions, puisque la personne qui avait été recrutée s'est désistée 48 heures après. On a donc dû relancer la procédure, et cette fois-ci, ça y est, la personne est arrivée donc depuis le 1er novembre 2021. Vous avez donc sa fiche qui correspond donc globalement à besoin financier pour ce poste, et vous avez joint les actions qui étaient prévues en 2020, qui compte tenu du contexte ont pu être réalisées. 2021 compliqué, ensuite on n'avait plus de coordinatrice, donc comme la nouvelle coordinatrice vient d'arriver, il a été proposé de maintenir les mêmes actions qu'auparavant, quitte à faire des modifications en fonction des constats qu'elle aura fait. Vous avez les aides possibles de l'État sur les différentes actions, et c'est pour ça qu'il vous est donc proposé un financement variable selon que l'on aura ou pas des financements complets ou même partiels de l'État. Donc il est proposé d'accepter les termes de la convention financière, en sachant qu'en cas de refus de toute subvention, au maximum, il y aura 30 925 € pour les communes d'Anzin et Rem et 21 950 € pour Petite-Forêt, donc pour une somme globale de 83 800. Et si nous avons la totalité des financements, ce serait 25 550 € pour Anzin et Rem et 17 700 pour Petite-Forêt, pour un total de 68 800. Donc ça n'a pas été réparti tiers-tiers. La commune de Petite-Forêt est vraiment beaucoup plus petite que la nôtre, donc on essaie de faire une répartition un petit peu plus logique. Donc c'est 37,5 pour Anzin et Rem, et puis donc le restant, c'est la ville de Petite-Forêt. Y a-t-il des questions sur cette convention? Il n'y a pas de questions. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention? Voté à la majorité. La délibération numéro 10, c'est toujours une convention financière qui cette fois-ci concerne le poste de chef de service de la police pluricommunale. Et là, je vais laisser la parole à Monsieur Coyer. Merci Monsieur le maire. Donc, dans le prolongement de votre délibération sur le CISPD, et compte tenu du retrait de la ville de Beuvrages par courrier en date du 21 septembre 2021, donc, il est proposé de poursuivre la coopération avec les communes de Rem et Petite-Forêt au niveau de la police
police pluricommunale qui a été mis en place depuis donc, janvier 2021. Et donc un projet en annexe vous est soumis, modifiant donc le précédent qui avait été voté en conseil municipal suite au retrait de la ville de Beuvrages. Et donc sur ces bases, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer la nouvelle convention concernant le poste de chef de service de la police pluricommunale pour l'exercice 2022. Les mêmes causes ayant les mêmes effets, on passe à une nouvelle convention financière, donc pas de question non plus, je pense. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 11e délibération, c'est une convention, même effet, hein. Convention relative à la mise en œuvre de la verbalisation électronique sur le territoire des communes dans un REM et Petite Forêt. Monsieur Coyer. Oui, donc toujours dans le même prolongement, donc suite au retrait de la ville de Beuvrages, et pour permettre à nos policiers donc, de pouvoir faire leurs œuvres sur les autres communes au niveau de leur mission. Donc il y a un projet de convention qui est annexé, qui présente la délibération, qui a pour objet de définir les nouvelles conditions du processus de verbalisation électronique sur le territoire des 3 communes. Donc dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la nouvelle convention de mise en œuvre du processus de verbalisation électronique sur le territoire des communes d'Anzin, Rem et Petite Forêt. Il n'y a pas de changement, hein, c'est juste qu'il fallait une nouvelle convention puisqu'il y a une commune de moins. Pas de question non plus. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 12e délibération, c'est la dotation de soutien à l'investissement local 2022. Sollicitation de subvention pour l'école du centre. Monsieur Coyer. Oui, merci monsieur le maire. Donc je rappelle que la DSIL est destinée aux collectivités et à leurs groupements à fiscalité propre et ciblée sur le financement d'opérations d'investissement au travers de 6 thématiques éligibles. La rénovation thermique, la mise aux normes et la sécurisation des équipements publics, le développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements, le développement du numérique et de la téléphonie mobile, la création, la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires, ce qui est le cas du projet qu'on va vous soumettre, et la réalisation d'hébergements ou d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants. À ce titre, donc, la ville d'Anzin souhaite présenter le projet suivant au titre de la DSIL 2022, à savoir la construction de l'école du centre. Donc pour mémoire, l'école élémentaire Gérard Voltaire est répartie actuellement sur 2 bâtiments limitrophes, mais dont l'accès est difficile. La municipalité donc souhaite relocaliser celle-ci sur le site de l'ancien collège Jules Ferry et en faire un équipement structurant de quartier. Le projet consiste en la construction complète du bâtiment afin d'y accueillir 18 classes, l'intégration d'un réfectoire et d'espaces polyvalents. L'aménagement des abords et l'accessibilité du site est mis aux normes PMR. Le projet s'harmonisera dans son environnement en prenant soin de veiller aux écomatériaux et aux énergies renouvelables. Les travaux réalisés consistent principalement en la construction de l'école du centre, la création d'un réfectoire, la création d'un espace polyvalent, la création des abords et la mise en accessibilité PMR. L'opération s'élève à ce jour pour un montant total de 6 923 317,91 €. Au niveau des travaux en dépenses, c'est budgétisé à ce jour à 4 905 673 €. Les honoraires d'études et de maître d'œuvre, contrôle, etc. pour 756 270 €. Tolérance et aléas, c'est par rapport aux matériaux, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a une pénurie de matériaux et donc ça ne fait qu'évoluer défavorablement, malheureusement. Raccordement au réseau, donc montant total hors taxe 5 769 431, plus la TVA, ce qui nous fait bien 6 923 317. Pour équilibrer, donc, nous sollicitons la DSIL 2022 pour 1 500 000 €. La dotation de politique de la ville 2021 qui nous a été notifiée, on verra par la suite dans d'autres délibérations, pour 700 000 €. Et le FCTVA pour 1 135 701 €. Pour équilibrer, donc, il y a l'autofinancement de la ville pour 3 587 616 €. Et donc, sur ces bases, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter auprès des services de l'État la subvention au titre de la DSIL pour 2022 pour le dossier ci-dessus, présenté et autorisé à signer tout document s'y rattachant. Merci. Y a-t-il des questions? C'est un dossier qui revient régulièrement, donc on passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 13e délibération, c'est un financement possible d'un poste de manager de commerce mandaté par la Banque des Territoires. Monsieur Coyer. Dans une volonté d'accompagner et de redynamiser le commerce local, suite à la crise sanitaire, la municipalité d'Anzin a créé en octobre 2020 un poste de manager de commerce afin d'accompagner nos commerçants vers les partenaires institutionnels pour pallier à leurs difficultés. Ceci afin de fédérer les énergies, susciter des initiatives et rendre le centre-ville un peu plus attractif. Ce poste peut être financé à hauteur de 80% avec une prise en charge forfaitaire de 20 000 € par an sur 2 ans.
Le coût du poste s'élève quant à lui à 41 000 € par an. Et donc, à ce titre, donc sur ces bases, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à solliciter la subvention auprès de la Caisse des dépôts au titre du plan de relance commerce pour un montant de 40 000 € et à signer tout document s'y rattachant. Merci. Même chose, y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 14e délibération, c'est l'audit énergétique, projet isolation de l'hôtel de ville, sollicitation du Fonds énergie 2021-2026 porté par la CAVM. Toujours Monsieur Coyer. En 2020, merci. Valenciennes Métropole a créé le Fonds énergie 2021-2026 avec une enveloppe budgétaire totale de 6 millions d'euros. Ce fonds énergie est constitué de 3 types de soutien aux communes. Le premier, c'est un fonds de soutien pour la réalisation d'audits énergétiques. Le deuxième, un fonds de soutien au diagnostic d'éclairage public. Et le troisième, un fonds de concours énergie renouvelable et récupération. Dans le cadre de son projet d'isolation de l'hôtel de ville, la municipalité souhaite donc solliciter ce fonds énergie 2021-2026 pour la réalisation de l'audit énergétique de son projet. L'intervention du fonds énergie est au maximum de 50% du reste à charge de la commune, une fois le FCTVA et autres subventions déduites. Et donc là, nous sollicitons 5 300 € au niveau de... l'audit énergétique s'élève à 5 300, pardon. La TVA, ça nous fait 6 360 et nous sollicitons le fonds donc à hauteur de 2 658,35 €. Le reste, c'est le FCTVA et l'autofinancement ville. Et donc, sur ces bases, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à solliciter le fonds énergie 2021-2026 auprès de Valenciennes Métropole pour un montant donc de 2 658,35 €. Merci. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. On attaque la décision modificative ville. Monsieur Coyer, DM numéro 1. Merci Monsieur le maire. Alors, en section d'investissement, nous avons des dépenses nouvelles pour 5 000 €. Et pour équilibrer, nous avons donc des recettes nouvelles d'ordre pour 5 000 €. En section de fonctionnement, des dépenses nouvelles pour 230 000 €. Et des recettes nouvelles, donc à rajouter avec les dépenses d'ordre, pour 235 000 €. Dans le détail, alors, il y a l'audit du mobilier urbain pour 4 800 €. Paysagiste rue des Déportés pour 11 400 €. Plateforme décisionnelle Berger Levrault pour 10 100 €. Il y a un ajustement du budget des consignations, moins 16 000 € et le report achat mobilier pour 4 700 €, ce qui nous fait bien nos 5 000 en dépenses de nouvelles recettes. Et donc, ensuite, l'autre dépense, donc c'est l'ajustement du budget des ressources humaines, 300 000 € de supplément, et ajustement des dépenses imprévues, moins 70 000, ce qui nous fait 230 000 au niveau des dépenses de fonctionnement. J'en ai fini, Monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions non plus. On vote contre. Alors on vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. On attaque le dernier sujet qui est le rapport d'orientation budgétaire, qui était le gros sujet du jour. Je laisse le sien donc à Monsieur Coyer de faire la présentation. Merci Monsieur le maire. Je rappelle que c'est un rapport qui n'est pas sujet au vote, c'est juste donc... Si. Il est sujet au vote maintenant? Pardon. C'est juste le vote acte du fait qu'on a bien présenté le rapport au conseil municipal. Donc le vote est bien obligatoire. C'est juste un document d'information en prévision de la rédaction du budget primitif qui vous sera soumis au prochain conseil municipal. Ce rapport donc se compose en deux parties. La première est consacrée aux mesures nationales ayant un impact sur le budget et le second, donc, ça retrace les grandes masses budgétaires à prévoir pour le budget primitif 2022. Alors en préambule, le projet de loi de finances 2022 s'inscrit dans un contexte exceptionnel, comme tout le monde le sait, de sortie de crise. Ce n'est pas encore fini, hélas. En effet, la crise sanitaire s'est traduite par une crise économique sans précédent depuis l'après-guerre en présentant une récession de plus de 8%. Le contexte du projet de loi de finances 2022 vient clôturer la loi de programmation 2018-2022 qui prévoyait quant à elle une stabilité des concours financiers de l'État vers les collectivités. Ainsi, mis à part les mesures liées au contexte sanitaire et les mesures liées à la sortie de crise,
Figurent donc principalement deux mesures essentielles, ultime conséquence de la réforme fiscale, à savoir la compensation des pertes de recettes et la réforme des indicateurs financiers. Au niveau du contexte économique national, donc après la récession de 8% du PIB, les prévisions de croissance pour la France s'orientent ou s'orienteraient vers une estimation donc de 6% pour 2021 et 4% pour 2022. Malgré ce rebond, le niveau du PIB en 2021 est encore en dessous de celui de son niveau de 2019. Les prévisions plus ou moins optimistes pour 2022 intègrent une forte reprise de l'achat des ménages et un investissement dynamique des entreprises. Il est par ailleurs envisageable d'envisager un rebond de l'emploi à un niveau d'avant-crise. Par contre, à contrario, certaines données restent incertaines et empêchent les prévisions fiables à moyen terme, incertitude notamment du comportement des ménages, consommation ou épargne, tension sur les approvisionnements, prix de l'énergie, on est tous confrontés effectivement à l'augmentation du prix des énergies, et difficultés de recrutement, on le voit également. Enfin, la hausse de la fréquence des événements climatiques extrêmes serait aussi un frein à l'activité économique, et le Nord n'a pas été épargné récemment par les inondations. L'évolution des concours de l'État, donc les collectivités territoriales ont ainsi été associées entre 2014 et 2017 à l'effort de redressement des finances publiques par la diminution de l'enveloppe qui leur a été allouée. Cette enveloppe est stable depuis 2018 et elle le restera encore en 2022. Ainsi, la dotation globale de fonctionnement versée aux collectivités gardera en 2022 un niveau similaire à celui de 2021, à savoir 26 milliards d'euros, un peu plus. La dotation forfaitaire 2022, elle est versée aux communes et devrait rester stable. Ainsi, à population quasi identique, à savoir 13 422 habitants contre 13 426 l'année dernière, la dotation forfaitaire pour la commune d'Anzin devrait se maintenir à un niveau de 2 421 304 € contre 2 420 905 € qui nous avaient été notifiés pour 2021. La DSU, autre dotation importante perçue par la ville, je rappelle qu'elle est attribuée donc aux communes, j'aime pas trop le terme, les plus fragiles, mais un peu défavorisées on va dire, en fonction de critères de ressources et de charges. Au dernier classement, la ville d'Anzin était 36e position des communes éligibles de plus de 10 000 habitants. La loi de finances 2022 prévoit une augmentation de la DSU de 95 millions d'euros, hausse la plus importante que celle intervenue entre 2020 et 2021. Compte tenu du classement, il est raisonnable de partir sur une hausse, mais moindre que celle prévue. Ainsi, il est à prévoir une hausse de 202 807 € de DSU par rapport à la DSU qui nous a été notifiée pour l'année 2021. Qui serait donc pour 2022, nous aurons une DSU estimative de 5 925 047 €. Les autres dotations que la ville pourrait percevoir, donc dans la même logique de gel des dotations, la dotation nationale de péréquation ne devrait pas évoluer au niveau national. La ville d'Anzin donc devrait toucher en 2022 une dotation nationale de péréquation identique à celle de 2021, à savoir 261 069 €. Le Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales, plus communément appelé FPIC. Donc l'enveloppe est maintenue depuis 2016 à 1 milliard d'euros et donc une hypothèse de baisse sera retenue, soit un montant de 288 433 € pour 2022, inférieur au montant exceptionnel touché en 2021 qui était de 310 530 €. Toujours au niveau du contexte national, les concours d'investissement à destination du secteur communal, à savoir plus précisément les enveloppes DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, qui devraient être maintenues et figées pour 2022. Elles s'élèvent donc à 1,46 milliard pour 2022 comme pour 2021. Je rappelle qu'elle permet de contribuer à aider les projets dans les domaines économiques, social, environnemental et touristique pour développer ou maintenir les services publics. La DSIL voit son montant, elle, augmenter de plus de 59% en 2022, pour passer à 907 millions contre 570 millions en 2021. Elle s'applique à la rénovation thermique, à la transition énergétique, à la mise aux normes d'équipements publics, au développement du numérique et l'équipement lié à la hausse du nombre d'habitants. Toujours au niveau national, les concours d'investissement à destination du secteur communal, la dotation de politique de la ville, plus communément appelée DPV, se maintient quant à elle à 150 millions d'euros dans le projet de loi de finances 2022. Elle concerne les projets liés à l'éducation, la culture, les nouvelles technologies, la sécurité et la réhabilitation des bâtiments scolaires. Le FCTVA, donc, dans le projet de loi de finances qui prévoyait l'automatisation du fonds de la TVA à compter du 1er juin 2019, via une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette mesure annoncée comme une économie en matière de temps et de traitement par les collectivités a rencontré toutefois des difficultés techniques et budgétaires. Après un premier report au 1er janvier 2020, elle a été à nouveau repoussée d'1 an en loi de finances et ne sera effective dans notre collectivité qu'en 2022. L'enveloppe nationale de FCTVA est en recul de 0,7% pour s'élever à 6,5 milliards.
La réforme de la fiscalité. Il avait été annoncé dans la loi de finances 2018 l'amorce d'un processus de dégrèvement progressif s'ajoutant aux exonérations existantes qui aura dispensé de taxes d'habitation sur la résidence principale environ 80% des foyers. Pour mémoire, donc, les 20% des ménages restants, le même mécanisme continue donc de s'appliquer pour 2022 à 2023, à savoir moins 65% en 2022 et moins 100% en 2023. Seuls resteront toutefois taxés les résidences secondaires. Il est rappelé aussi que les collectivités ne peuvent plus voter donc, le taxe d'habitation sur la résidence principale depuis 2020. Il est rappelé aussi que la principale conséquence est la déconnexion de l'usager vis-à-vis de la contribution au coût de fonctionnement de leur commune. Par ailleurs, cette réforme induit une réforme des indicateurs financiers. Donc la réforme financière, effectivement, donc le potentiel fiscal est depuis la création de la dotation globale de fonctionnement un indicateur qui vient mesurer la richesse fiscale. Ainsi, jusqu'à présent, l'indicateur du potentiel fiscal calculé sur les bases de 4 taxes locales auxquelles sont imposés les taux nationaux va être modifié. Étant donné la disparition annoncée de la taxe d'habitation, le calcul du potentiel fiscal va être revu et notamment élargi à d'autres ressources fiscales, à savoir droit de mutation, taxe locale sur la publicité extérieure, taxe sur les pylônes, majoration de taxe d'habitation sur la résidence secondaire. Si en 2022, aucun changement notoire n'est attendu, cette réforme est prévue de se mettre en place progressivement sur 2023 à 2028. Il est à noter donc que de cette réforme, il est possible d'attendre une baisse des ressources des communes plutôt dynamiques, urbaines, touristiques et littorales. Les communes plutôt petites, à moyenne et rurales devraient, elles, être épargnées. Après avoir vu donc le contexte national, voyons donc maintenant le contexte andinois. Pour rappel, donc en septembre 2021, tous les responsables des services communaux ont reçu la lettre de cadrage ainsi que le calendrier des préparations du budget primitif 2022. Compte tenu de la stabilisation de nos recettes de fonctionnement, comme pour le BP 2021, il a été préconisé une stabilisation de nos dépenses et surtout une maîtrise de nos charges de personnel. La sortie de la crise sanitaire, même si elle n'est pas complètement achevée, laisse entrevoir le retour à une situation proche, plus ou moins, de l'exercice 2019. Toutefois, comme toute sortie de crise, les premières analyses avant arbitrage début décembre font apparaître un budget de croissance d'activité qu'il conviendra néanmoins de maîtriser. La section de fonctionnement donc, a commencé par les recettes, donc les impôts et taxes. Dans la continuité de la réforme de la fiscalité locale, il doit être rappelé que nous ne votons plus donc, depuis 2020 les taxes d'habitation sur la résidence principale et les taxes d'habitation sur les locaux vacants. Ainsi seront encore votés en 2022 les taux des taxes sur le foncier bâti. Étant donné le contexte de sortie de crise, les experts tablent sur un coefficient d'actualisation des bases fiscales de 2,5%. Il est toutefois prudent de ramener ces prévisions à 2% pour l'établissement du budget primitif 2022 pour la ville d'Anzin. Les recettes, donc pour le foncier bâti, l'administration fiscale communique les bases nouvelles imposées l'année suivante. Pour 2022, ces bases nouvelles s'élèveraient à 280 759 €. Ces bases totales de foncier bâti sont corrigées par le nouveau coefficient correcteur. Le nouveau taux voté, je rappelle, intègre désormais l'ex-taux voté par le département. Et les taux sont décidés par la commune et eux n'ont pas changé depuis 2009. Ainsi, le taux de taxe d'habitation qui s'applique aux résidences secondaires et logements vacants reste celui voté en 2019, quant à lui. Et donc, il est rappelé ici que la municipalité décide de maintenir inchangés ses autres taux d'imposition pour 2022. Vous avez là un tableau qui récapitule donc les recettes fiscales qui s'élèveraient donc à 5 439 013 €. Nous rappelons qu'il est possible qu'un écart important soit constaté entre ces bases prévisionnelles transmises par les services fiscaux et les bases définitives. Les autres recettes fiscales, il y a d'abord celle versée par la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole. Elle ne changera pas en 2022, elle s'établira à un niveau de 1 434 074 €. La dotation de solidarité communautaire a évolué en 2012, elle englobe désormais le FADL ingénierie CUX, elle est stable depuis cette date et pour 2022, le montant escompté pour la ville d'Anzin serait de 117 435 €. La fiscalité reversée par l'État, le FNGIR, concernant la ville, ce montant est estimé à 41 445 €. Il est figé depuis quelques années. Le Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales, FPIC, pour 2021, vient de nous être notifié un montant exceptionnel de 310 530 €. Une estimation raisonnable pour 2022 s'élèvera, quant à elle, à 288 433 €. C'est une estimation des finances actives. Fiscalité indirecte, donc au niveau de la ville d'Anzin, la taxe additionnelle au droit de mutation, elle est perçue à chaque fois qu'il y a une vente immobilière. Tout le monde sait qu'en ce moment, donc, l'immobilier est assez élevé. Toutefois, il conviendra de prévoir une estimation de recettes, donc certes en hausse, mais dans la moyenne de ce qu'on a connu les années précédentes, et donc nous l'établirons pour 2022 à un montant de 275 000 €.
La taxe sur l'électricité, donc en observant le réalisé final de 2020 et le réalisé en cours de 2021, il est proposé pour 2022 un montant prévisionnel de 190 000 €. Les autres droits et taxes indirects perçus par la ville sont constitués par les droits de place. Donc là, on se base sur ceux de 2019, à savoir 65 000 € avant la crise sanitaire. La taxe sur les pylônes électriques, 12 000 € stable, et la taxe locale sur la publicité extérieure, 2 000 € qui a tendance à péricliter. Vous avez donc le tableau des recettes impôts et taxes qui s'élève donc à 7 864 400 € en augmentation de 10% par rapport au BP 2021, avec toutes les taxes et les dotations que je vous ai mentionnées précédemment. Les dotations et subventions, la dotation globale de fonctionnement au niveau de la commune, elle comprend la dotation forfaitaire, la dotation de solidarité urbaine et la dotation nationale de péréquation. Un montant total prévisionnel pour 2022 de ces trois dotations est prévu pour 8 607 420 €. C'est une augmentation de 203 495. C'est principalement dû à la DSU qui passerait de 5 722 240 à 5 925 047 €. Parmi les autres dotations que la ville d'Anzin perçoit, il y a le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Le montant 2021 non encore notifié à ce jour était attendu et estimé à 127 106 €. L'enveloppe nationale devrait peu bouger pour 2022. Il est donc à prévoir un montant similaire pour le budget 2022. Compensation d'exonération de fiscalité directe. Cette année, donc, l'État ne compensera pas les taxes d'habitation, mais a compensé cette perte via le coefficient correcteur appliqué aux bases de taxes foncières des propriétés bâties. Les compensations de foncier bâti concernent les exonérations de locaux situés en zone franche, les revenus modestes et les constructions de logements HLM. En 2021, nous avons perçu 71 611 € de compensation d'exonération de taxes foncières. Il convient de prévoir un montant similaire pour 2022 à hauteur de cette somme. Enfin, comme mentionné précédemment, la commune donc ne percevra plus de compensation d'exonération de taxes d'habitation, et ce de manière consécutive à la réforme de la fiscalité et la suppression de cette taxe. Vous avez là donc les différentes compensations. Donc elles baissent de 476 145 €, soit 70% environ par rapport à ce que la ville percevait en 2021 de ces différentes compensations. Autre dotation que la ville d'Anzin pourrait percevoir, dotation politique de la ville. Et initialement, c'était la DDU. Elle reste au même niveau qu'en 2021, à savoir 150 millions € au niveau national. Elle finance essentiellement des projets d'investissement. Les crédits sont attribués au fur et à mesure de l'avancement des projets. L'inscription budgétaire reprendra les acomptes qui seront versés en 2022. Et donc ainsi, sur 2022, on peut escompter apercevoir le solde 2016 pour la reconstruction du gymnase de la Beusborne, 70 000 €. Le solde de la réhabilitation de l'école Tavernier pour 150 000 €. Le solde de la micro-cantine du Mont d'Anzin pour 2020 à hauteur de 94 777 €. Le solde 2020 pour les vestiaires du stade Gilliard pour 185 000, le solde pour 2020 de la salle de fitness pour 109 480 et un acompte 2021 de prévu pour l'école du centre, 100 000 €. Et au niveau DPV 2022, 200 000 € pourront être sollicités au titre d'un nouveau projet. Au total, donc, un crédit de 949 257 est attendu pour 2022. Parmi les autres subventions d'État qui sont composées donc au niveau des remboursements des salaires des emplois en contrat aidé ou apprentissage et aide au titre du FIPHFP, il est attendu en 2022 un montant de subvention de 232 250 €. La commune, en effet, s'engage chaque année dans des actions de cohésion sociale et en politique de la ville. En 2022, 49 507 € de subventions d'action sont prévues et 4 255 de subventions pour les petits déjeuners. La commune donc perçoit également d'autres subventions pour un montant global attendu de 17 130 €. Enfin, la commune attend 250 000 de subventions dans le cadre du dispositif Cité éducative, mais il y a 125 000 qui seraient reversés à la commune de Valenciennes. Il y a aussi donc des postes de subventions autres organismes qui regroupent les loyers de la Poste, 14 000 €, les subventions de la CAF, le montant prévu pour les recettes de la CAF, 696 993 € a été réajusté à la hausse par rapport à 2021. Il est à rappeler que la CAF soutient en effet de nouvelles activités périscolaires les mercredis à la journée et le mercredi. Enfin, la collectivité attend une participation des autres communes au titre de la police pluricommunale que nous avons évoqué précédemment, dont M. le maire a fait état également. 48 400 €, 125 000 de participation de Valenciennes pour les cités éducatives, 20 000 au titre du FCTVA, des subventions du département en matière de cohésion sociale pour 21 300 et une dotation de 2 300 € pour le recensement. Vous retrouvez ça à travers le tableau.
Donc ce sont toutes les subventions que je viens de vous mentionner. L'autre tableau fait état donc au global des dotations et participations. Donc 11 242 529 est attendu au titre de ces différentes dotations et participations. C'est en baisse de 585 €, donc on va dire que c'est stable, hors inflation bien sûr. Les autres recettes de fonctionnement, atténuation de charges, donc elles comprennent les remboursements de rémunération des agents en arrêt, un montant de 100 000 sera inscrit au budget primitif 2022. Les produits des services donc, sont composés des recettes guichets, services jeunesse, petite enfance, centres de loisirs, services culturels, conservatoires. La recette prévisionnelle devrait s'établir à 300 890 € contre 266 920 prévus au BP 2021, si toutefois la crise sanitaire est derrière nous. Autre produit de gestion courante, donc ce poste de recette regroupe des loyers des immeubles communaux, les recettes liées à l'utilisation des salles communales par les associations, particuliers ou établissements scolaires, la facturation aux propriétaires des travaux réalisés par la ville d'office sur le parc privé en cas de péril imminent, et la redevance R2 perçue par la ville pour ses travaux d'éclairage public et de recettes diverses. La répartition de ce chapitre est donc la suivante. Loyer des immeubles et logements communaux, location de salles, 125 000 pour 2022 contre 150 000 dans le ROB 2021. Il est en baisse du fait de l'incertitude, donc encore pour la remise en location des salles par rapport aux normes sanitaires. Redevance R2, 27 000 € pour 2022 contre 26 000 qui étaient prévus en 2021. Mise à disposition de locaux, donc là on prévoit 5 610 € en 2022 contre 20 000 qui étaient prévus en 2021. Facturation des travaux d'office réalisés par la ville, 58 000 contre 50 000 en 2021. Donc le total des prévisions pour ce chapitre s'élève à 215 610 € contre 251 940 qui étaient prévus. Et enfin, donc, il y a 8 500 € de prévisions de recettes exceptionnelles qui viennent compléter ces recettes comme habituellement. Vous avez donc le tableau qui retrace toutes les recettes réelles mentionnées précédemment. Le budget primitif en recettes réelles s'élèverait donc quant à lui à 19 731 929 €, en augmentation de presque de 700 000 €, soit plus 3,68%. Après avoir vu les recettes, voyons maintenant les dépenses. Comment la municipalité envisage donc d'équilibrer par ses dépenses. Les charges à caractère général, c'est le premier chapitre. 3 765 245 € étaient inscrits au budget primitif 2021. Pour rappel, donc, une consigne de stabilisation avait été assignée au service pour maintenir des niveaux corrects d'autofinancement en vue de garantir l'autonomie financière de la ville et de maintenir une capacité d'investissement correcte. Le contexte toutefois de reprise économique ainsi que la tension inévitable sur certains postes n'a pas permis au service de contraindre totalement à ces prévisions. Ainsi, donc, des hausses sont à prévoir. 50 000 € du budget supplémentaire en alimentation, avec toutefois une poursuite de la démarche d'intégration du bio dans la restauration collective. 32 000 en supplément pour la formation, suite à une forte demande des services suite à 2 exercices Covid. 250 000 € de charges supplémentaires de mutualisation. 25 000 de plus au niveau du budget fait pour les usagers après 2021, encore marqué par les restrictions sanitaires. 40 000 € de contractualisation de prestations d'urbanisme, 104 500 de contrats obligatoires en matière de gestion des déchets, 120 000 pour les classes de neige si elles peuvent avoir lieu, du fait de la restriction, donc elles n'ont pas été prévues en 2021, 49 000 de transports supplémentaires pour remplacer notre gestion de bus en interne et 50 000 de budget chauffage du fait de la hausse du prix de l'énergie, comme tout le monde le sait. Ainsi, un montant de 4 500 000 peut être inscrit cette année concernant ce chapitre 11. Autre chapitre important, même le plus important, les charges de personnel. Pour rappel, donc, les effectifs au 31/12/2021, il y avait 365 agents au niveau de la ville d'Anzin, 240 titulaires, 59 permanents et 65 agents non permanents. Traitement indiciaire, donc pour un montant total de 5 763 534 €. Les charges de personnel, les régimes indemnitaires au niveau des titulaires, donc 430 580, NBI 105 646 et avantages en nature 12 103. Donc, il est rappelé, donc, le prochain tableau, il est rappelé donc effectivement les effectifs pour 366 agents. Il est rappelé aussi que donc la durée du temps de travail dans la commune passerait donc de 37h30 semaines à compter du 1er janvier 2022. Les agents bénéficieraient de 25 jours de congé et de 15 jours d'ARTT. De ce fait, le nombre d'heures travaillées annuelles s'élève quant à lui à 1607 heures. Et donc, tous les chiffres indiqués précédemment fait que donc pour le charge de personnel, un montant de 11 200 000 peut être inscrit au budget primitif.
Pour 2022, les principaux éléments de variation au niveau de ce chapitre, donc il n'y aura pas de revalorisation annoncée du point d'indice en 2022. Les nouvelles grilles indiciaires en raison de l'augmentation du SMIC estimée à plus de 60 000 euros. L'impact GVT est quant à lui estimé à 90 000 euros. La reconduction du dispositif adulte relais médiateur santé, 27 500 euros. La reconduction du dispositif adulte relais médiateur social, 25 000 euros. L'organisation de 2 classes de neige représentant un surcoût au niveau charge de personnel de 20 000 euros. Après avoir vu les charges de personnel, voyons les charges financières, donc ce que la ville doit rembourser annuellement en capital et intérêts. Donc pour 2021, on avait tablé sur 135 950 en remboursement d'intérêts et 720 000 en capital. Je rappelle que la ville n'a pas souscrit d'emprunt nouveau en 2021 et donc compte tenu du profil d'extinction de la dette, il est proposé d'inscrire la somme de 730 000 en remboursement de capital pour 2022 et 127 500 en charges d'intérêts et frais divers. Le tableau suivant, c'est le tableau d'extinction de la dette que nous devons de vous communiquer. Donc s'il n'y a pas de nouveaux emprunts, 2032 sera l'année finale pour éteindre les remboursements en cours de capital et intérêts. Au niveau de l'encours de la dette, donc plus de 70% est à taux fixe. Il y a un peu de taux variable pour 13% et le livret A donc, est à 16%. Donc il n'y a aucun souci par rapport à la composition des différents taux. Voyons donc les autres charges de gestion courante, avec au préalable donc les atténuations de produits. Il n'est à prévoir que 50 000 euros de dégrèvement de taxes d'habitation pour les logements vacants pour ce chapitre. Donc les charges de gestion courante, ça comporte donc les indemnités des élus, les subventions aux groupements de collectivités, aux CCS et aux associations. Concernant les indemnités des élus, donc le montant est stable, soit 243 000 euros. Il y a un budget de formation des élus qui sera donc lui de 18 000 euros. Concernant les établissements relevant de la ville, donc le CCAS, il est proposé de maintenir la subvention à hauteur de 760 000 euros. Au niveau de l'école du Sacré-Cœur, donc devrait quant à lui augmenter la subvention pour être portée à 96 000 euros contre 90 000 précédemment suite à l'augmentation des effectifs. Les subventions aux associations seront à hauteur de 208 500 euros contre 204 581 euros. Il est à préciser qu'une opération Fête du commerce est prévue pour 2022 si tout va bien. Dans le cadre du dispositif des cités éducatives, comme je l'ai mentionné, donc 125 000 euros de subvention d'État sera reversée à la commune de Valenciennes. Dans le cadre du CSPD, la contribution de la ville à Petite Forêt sera de 20 000 euros. Le coût des services de la mutualisation ont été imputés dans un autre compte de ce chapitre, charge à caractère général. Il n'apparaît donc plus en 2022 dans ce chapitre. Enfin, 9 700 euros sont à verser au PNR SCAR PESCO et 3 000 euros sont à prévoir en créance à admettre en non-valeur. Au final, donc, le chapitre devrait être en baisse de 10% pour s'établir à 1 483 200 euros. Le chapitre charges exceptionnelles intègre quant à lui les titres annulés sur l'exercice antérieur, les remboursements à prévoir aux usagers, ainsi que les subventions exceptionnelles, un montant de 30 800 euros pour être budgétisé sur 2022. Vous avez après donc, le tableau qui retrace tout ce que je viens de vous mentionner précédemment et qui découle donc sur des dépenses réelles de fonctionnement de 17 391 500 euros, ce qui nous ferait un autofinancement brut pour la ville de 2 340 429 euros. Voilà. Et donc, à ce stade de la préparation du budget, il est à retenir donc une nette hausse des dépenses réelles qui passerait de 16 235 485 à 17 391 500, soit 7% de progression. Les recettes réelles augmentent en moindre proportion, mais elles augmentent quand même, pour passer de 19 031 974 euros à 19 731 929 euros, soit une hausse de 3,68%. Ainsi, notre capacité d'autofinancement prévisionnel s'établirait, comme je l'ai mentionné précédemment, à hauteur de 2 340 429. Cela nous permettrait donc d'autofinancer une partie de nos investissements futurs. Et donc, voyons maintenant donc la section d'investissement. J'ai perdu la page. On a quelle page? 45 J'ai 45, j'ai pas 44. Alors, ça c'est quoi? 48. Pardon. Voilà. Bah oui, je l'avais ça. Donc au niveau des dépenses d'équipement, à ce stade de la préparation budgétaire, avant arbitrage, bien sûr, un total d'environ 8 millions TTC d'opérations d'investissement est proposé,
qui sera ramené forcément donc après arbitrage à 6 millions. Les principales opérations d'équipement sont les suivantes: les réhabilitations de l'école maternelle Tavernier pour 1 821 400 €, la construction de la nouvelle école du centre, deuxième phase pour 2 600 000 €, la salle de musculation du stade Michel Bernard pour 123 000 €, la rénovation de la place de la Buzzband pour 120 400 € et le réfectoire école de golf pour 378 000 €. Il y a aussi donc des engagements pluriannuels. À cela, il faut rajouter donc la vidéoprotection que nous avons dans le tableau suivant pour 150 000 €, le renouvellement de l'éclairage public qui est contractualisé également pour 150 000 €, l'opération d'Aubresse pour 199 785 et NPNRU pour 120 400 €. Au niveau des recettes d'investissement, donc il est escompté au niveau de la FETVA, donc un montant de 820 000 € pour 2022. La taxe d'aménagement, je rappelle que c'est quand il y a des constructions nouvelles, elle est perçue en 2 fois, et donc là on tablerait sur un montant de recettes de 25 000 €. Et donc nous retrouvons bien l'autofinancement brut évoqué précédemment à hauteur de 2 340 429 €. Les subventions d'investissement à recevoir en 2022 seraient fonction du programme d'investissement final. À ce stade, on retient donc 957 352 de subventions qui pourraient être prévues, entre autres avec le FSIC d'isolation d'hôtel de ville qu'on a évoqué tout à l'heure pour 129 950, le solde DSIL École maternelle Tavernier 480 394 €, le plan de relance du conseil régional École du centre 150 000 €, des travaux de voirie pour 65 000 et des amendes de police pour 30 000 €. Nous arrivons donc au dernier tableau, c'est les dépenses d'investissement par rapport aux recettes. Donc le remboursement d'emprunt escompté tout à l'heure pour 730 000 €, le reversement de la TLE 20 000, les investissements nouveaux pour 6 millions. Et donc pour équilibrer tout ça, un autofinancement brut, donc je le rappelle, de 2 340 400 €, le FCTVA 820 000, la taxe d'aménagement 25 000, les subventions escomptées pour 957 000 et des cessions d'actifs pour 121 000, ce qui nous fera un besoin de financement avant arbitrage, bien sûr, de 2 486 600 €, soit un total pour équilibrer le tableau de 6 750 000 €. J'en ai fini, monsieur le maire. Merci. Présentation plus que complète. Y a-t-il une intervention de votre part, monsieur Jamjam? Merci, monsieur le maire. Alors, comme précédemment, le budget de la ville en Zin est très correct au point de vue des chiffres et nous ne pouvons que vous le citer. Néanmoins, le groupe Oui, je veux changer ma ville regrette que les futures orientations budgétaires ne soient pas assez volontaires. Rappelons que la ville perçoit la DSU, comme vous l'avez prédit précédemment, à environ de 6 millions d'euros. Pour notre ville, celle-ci est attribuée pour aider les communes urbaines de plus de 5 000 habitants confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées afin d'améliorer leurs conditions de vie. Oui, nous le rappelons, malheureusement, nous faisons partie des villes les plus pauvres de France avec un taux de pauvreté en moyenne de 31% en 2018. Et si on va plus loin, 37% pour les 30-50 ans. Et en ce qui concerne les locataires, elle est de 42%. Ces chiffres sont consultables sur le site INC. Nous nous attendons malheureusement à une augmentation de ces chiffres en 2021 du fait de cette crise sans précédent. La pauvreté n'est pas le seul argument du groupe, parlons aussi de la pauvreté de la ville et de l'insécurité. Ainsi, chacun d'entre nous a lu les différents articles dans la presse de la nuit du 31 octobre où malheureusement certaines voitures, vitrines, ont fait des frais d'une bande de voyous. La ville a les moyens d'aller beaucoup plus loin sur ces sujets, sur l'emploi, la sécurité. Il faut sortir de cette spirale qui entraîne notre ville vers le bas. Merci. Je vais vous faire une traduction. Donc le premier point, c'est qu'on n'est pas suffisamment interventionniste. Quand on voit que le budget augmente de 7,5% au niveau des dépenses, alors que les recettes augmentent de 3,7%, les analystes financiers diraient qu'il faut faire attention parce qu'il y a un effet ciseau. Donc déjà, on fait un effort complémentaire par rapport aux autres années, puisque habituellement, il y a toujours une augmentation des dépenses, mais des recettes, et généralement, elles sont à peu près identiques, voire plus importantes au niveau des recettes. Donc là, si on augmente encore nos dépenses,
si vous voulez faire comme avant 2008, effectivement, on peut augmenter les dépenses. Vous n'aurez plus d'autofinancement d'ici 2-3 ans. Et vous faites comment pour faire vos investissements pour réhabiliter les différents bâtiments qui doivent être réhabilités sur la commune? Donc c'est le premier point où effectivement, je ne suis pas du tout d'accord avec votre façon d'analyser les choses. C'est un budget qui plutôt est très porteur. Après les éléments que l'on a donnés, surtout en investissement, j'y viens dans un deuxième point, quand on annonce à peu près 8 millions d'euros d'investissement, initialement on était même à 10, on est à 8, on n'arrivera pas à 6, on a une capacité d'autofinancement qui reste conséquente parce qu'on n'a pas fait d'emprunt en 2021 et 2020, donc on va essayer de diminuer et arriver à avoir un taux d'emprunt, enfin un emprunt qui sera inférieur à 3 millions d'euros, donc on va sûrement être à entre 6,5 millions et 6 800 000 en investissement. Il faut essayer de trouver des communes comme nous qui vont investir autant sur si peu de temps. Vous ne devez pas en trouver beaucoup. La propreté, c'est votre leitmotiv. La propreté, les différents effectifs, il y a du recrutement, puisque au niveau des emplois aidés, quasiment la totalité des emplois aidés sont sur les espaces publics. Il y a une réorganisation complète des services avec l'arrivée de la nouvelle responsable des espaces publics. Après, la propreté, c'est l'affaire de tous. Il y a des rues où nos agents peuvent passer tous les jours. Nous avons donc mis en place également nos ASVP qui font donc la police de la propreté et la brigade des incivilités et qui vont passer d'autant plus régulièrement que cette fois-ci, on a 2 équipes qui vont pouvoir tourner. Une équipe qui fera la police de propreté avec leurs vêtements bien identifiables à SVP. Et pour tout ce qui est l'absence de propreté de nos concitoyens ou de civilité, on aura donc une équipe qui tournera de façon aléatoire sur la commune avec des agents qui seront en civil mais assermentés. On n'a pas toutes les assermentations, mais une partie. Donc il y a déjà des opérations qui ont été menées et des verbalisations vont être mises en place. Les incivilités, on avait promis de mettre 150 000 € d'investissement en vidéoprotection pour faire quasiment 1 million d'euros sur ce mandat. Les 150 000 € sont prévus. Et justement, quand vous évoquez donc la bande qui a sévi, mais pas que sur Anzin, Beuvrages aussi, il y a eu des arrestations, mais ça vous oubliez de le dire, vous émettez le fait qu'effectivement il y a eu des dégradations. Effectivement, on a une bande de pieds nickelés qui se sont baladés sur la ville pendant un certain temps. Et de par l'intervention de la police nationale, il y a eu donc des interpellations et donc une partie de ces personnes ont été interpellées. L'enquête est en cours. La police pluricommunale, l'intérêt c'était justement d'être nombreux pour arriver à augmenter la temps de présence de la police municipale ou intercommunale, puisque la police nationale effectivement ont leurs effectifs. Donc on avait prévu d'augmenter la présence, notamment dans les périodes d'été et d'hiver, d'aller un peu plus loin. Mais à partir du moment où une des personnes que vous avez soutenues aux dernières élections départementales décide de quitter la police pluricommunale, ce n'est pas un élément pour être en capacité d'augmenter la présence des policiers municipaux sur le territoire, puisque les effectifs, on ne peut pas les multiplier à foison, surtout quand vous avez remarqué que nous avons en provision de 2022 plus de 11 millions d'euros de frais de personnel, ce qui fait dire qu'on va être quasiment 70% de frais de personnel par rapport au budget. Je rappelle que la moyenne pour les communes comme nous, c'est d'à peu près 58%. Donc vos analyses, elles sont complètement à contresens par rapport à la réalité des choses. Les caméras permettent d'élucider, même quand on n'a pas notre police présente sur place, d'élucider des problèmes qui ont lieu la nuit, puisqu'on a un enregistrement permanent, et que le centre de supervision urbain, qui est fonctionnel, puisque maintenant on a 2 personnes qui sont présentes, avec des personnes présentes même le samedi, derrière les caméras, permet de réorienter la police intercommunale quand il y a des méfaits, et permet aussi de mettre en évidence, en recoupant les différentes caméras sur les différents points, des infractions ou des plaques de voiture qui permettent d'élucider différents problèmes. L'augmentation des caméras va permettre de s'améliorer encore, bien évidemment. On est bien conscient qu'on peut toujours s'améliorer, mais
Vous prenez la ville de Nice, où il y a le plus de caméras possible et le plus de policiers municipaux. Ils ont encore des incivilités, ils ont encore des problématiques. À Cannes, ils ont aussi des problématiques, alors qu'ils ont aussi des communes qui ont des moyens pour mettre encore... Donc, on monte progressivement en puissance par rapport à nos capacités. Et après, c'est un peu réducteur. Et effectivement, si vous communiquez sans arrêt sur le fait qu'on est une ville pauvre, on est une ville où il y a des problèmes avec une fragilité, avec des habitants qui ont difficultés sociales et on est là pour les accompagner. Mais si vous focalisez à chaque fois sur « on est une ville pauvre, c'est pas propre, il y a des incivilités », c'est sûr que pour l'image de marque de la ville, vous êtes des sacrés ambassadeurs. Et si la ville ne vous convient pas, vous n'êtes pas obligé de rester sur Anzin. Et moi, je tenais simplement aussi à communiquer que j'ai beaucoup d'habitants qui ont quitté la ville d'Anzin, avec des enfants, des personnes âgées. Ils partent. Je ne vais pas donner de communes, parce qu'on va dire que je focalise sur certaines communes, mais ils partent dans certaines communes. Ils restent 1 an, 2 ans. Et puis, alors là, ils reviennent. Ils refont la queue au service logement. Aujourd'hui, on est plus de 850 demandes. On était à 700 demandes il y a 1 an. Donc, pour une ville qui n'est pas attractive, on est passé de 700 demandes de logement à 850. Et les ventes, on fera le point courant 2022 au compte administratif. Vous allez voir le nombre de droits de mutation que l'on aura obtenus durant cette année, de par l'image qu'on essaie de véhiculer, qui n'est pas la vôtre, mais qui est la nôtre, et qui permet d'avoir ces éléments-là. Voilà ce que je voulais répondre sur vos 3 points d'intervention, qui étaient donc sur ces sujets bien spécifiques. Voilà. Une petite remarque de M. Jamjam. Vous voyez, ce qui n'est pas évident, c'est on fait une remarque que je dis parce que la DSU, elle est quand même faite pour les villes, entre guillemets, en difficulté. Mais quand on fait une remarque, on dit, si vous n'êtes pas content, vous quittez la ville. Si je suis ici, c'est parce que j'aime cette ville et parce que je veux faire des choses pour la ville. Donc là, on est en train de discuter ensemble. Il y a des propositions, il y a des solutions. Peut-être pas que c'est les mêmes que les vôtres, quoi que ce soit. Et ça, c'est du mal à passer. Monsieur Jamjam, votre programme, il est 90% de notre programme, donc obligatoirement, on va se retrouver sur des points communs. C'est sûr. Mais enfin, quand certains communiquent et arrivent à communiquer parce qu'ils ont éventuellement des connaissances dans certains journaux sur justement la problématique que l'on a eue la nuit d'Halloween, et qu'en même temps on évoque il y a eu aussi des dégradations qu'on a volées 2 équipements au niveau du complexe sportif pour une association sportive que vous connaissez très bien, et puis quand on cherche les informations, eh bien, l'équipement a été volé mais il n'était pas rangé. Donc c'est sûr que si on laisse des équipements à vue, non enfermés, donc la communication, elle peut être faite dans un sens ou dans un autre. Mais là, les éléments, aujourd'hui, sur le rapport de situation budgétaire, où on évoque plein de choses, où on évoque qu'on réhabilite, qu'on va reconstruire une école du centre qui va être conséquente pour les jeunes Anzinois, il n'y a aucun élément sur les équipements lourds que l'on met en place, sur les équipements qui sont importants pour nos enfants, sur ce qu'on met en place sur la cité éducative pour justement améliorer ces problématiques de familles qui sont en difficulté et donc pour leurs enfants c'est compliqué. Sur ces éléments-là, à part dire que les chiffres sont bons, vous n'évoquez pas qu'on fait des choses qui sont intéressantes, vous focalisez uniquement sur les côtés négatifs. Donc c'est pour ça que moi je suis en réponse sur le fait que s'il n'y a que du négatif, pourquoi vous restez ici? On ne vous oblige pas à rester. Donc c'est que si vous restez, c'est qu'il y a des choses qui sont quand même positives. Mais ces éléments-là ne sont jamais évoqués. Alors vous les évoquez peut-être ailleurs qu'au moment du conseil municipal, mais au moment des éléments qui sont évoqués, généralement, c'est que le contexte négatif qui est évoqué, qui est retransmis au niveau de nos réseaux, puisque le conseil municipal est consultable sur les réseaux, et c'est donc une image que vous laissez, qui n'est vraiment pas favorable à notre commune et pour les habitants qui y habitent également. Voilà le point de discorde que nous avons. Après, en propreté et en sécurité, les chiffres sont variables. On a donné les éléments. On est dans la moyenne des communes de notre strate au niveau des dépenses que l'on met en place sur la propreté. Si on était à 15%
alors que la moyenne est aux alentours de 30, 32, 33, et on est aux alentours de 30%, effectivement, on pourrait dire que vous ne mettez pas les moyens. Sauf qu'on a montré lors d'un précédent conseil municipal, avec le rapport de la Cour des comptes, qu'on était dans la moyenne nationale des moyens mis en place sur les communes qui sont comme nous. Alors, on peut encore s'améliorer. De toute façon, si on ne pouvait pas s'améliorer, je n'aurais pas demandé de refaire un nouveau mandat. C'est parce qu'on peut encore faire mieux, essayer de faire mieux. Donc le principe, c'est d'améliorer certaines choses, mais je pense qu'il faut aussi acter qu'il y a des choses à améliorer, mais qu'il y a aussi des choses qui fonctionnent malgré tout sur cette ville. Et je tenais à remercier tous les techniciens, puisque vous voyez 365 en 2022, tous les techniciens qui tous les jours essayent de faire du mieux possible pour rendre cette ville attractive, agréable, propre et sécuritaire. Voilà. Merci. Bonne semaine, bonne soirée. Prochain conseil municipal le 20 décembre. Vote, parce qu'on doit voter, c'est une obligation. C'est un rapport, mais le rapport doit être voté. Qui vote contre? Abstention. Donc, 4 abstentions. 4 abstentions. C'est noté. Voté à la majorité. 20 décembre, le prochain conseil.